Yorana Aronga, aujourd'hui on va parler d'un événement qui fait rêver, le mariage. Mais derrière la robe, les fleurs, le bouquet lancé, il y a aussi des droits, des devoirs, des responsabilités et un cadre légal précis. Avec nous pour nous en parler aujourd'hui, maître Myriam Toudji, avocat Yorana, Yarana. et Marine Guidou, coordinatrice d'événements Yorana. Yarana. Ensemble, on va parler du mariage, du droit au rêve entre organisation, budget, tradition et responsabilité juridique. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Le mariage est encadré par le Code civil. En 2022, plus de 240 000 mariages ont été célébrés en France, selon l'INSEE. Le mariage crée des obligations légales entre les époux, devoirs de secours, d'assistance, fidélité, contribution aux charges du ménage. On verra tout ça avec notre avocat sur le plateau. Et au final, la dimension culturelle peut s'ajouter à la cérémonie civile, mais seule la célébration en mairie a une valeur juridique. Justement, pour la première question, le mariage, est-ce que ça reste avant tout un contrat? Je me tourne vers vous, maître Toudji. Sur un plan juridique, oui, c'est en effet avant tout un contrat, ce que les gens ont quelquefois tendance à oublier, puisque c'est un contrat qui génère des obligations. Et justement, vu que les gens ont tendance à l'oublier, c'est parce qu'ils voient avant tout l'aspect festif, la symbolique du mariage, avant de voir que c'est un contrat avant tout. C'est une question sociologique, mais c'est en effet le sentiment que ça donne. Et justement, Marine, est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu rencontres parfois? Est-ce que les futurs mariés ont toujours conscience de cette dimension légale ou est-ce qu'ils mettent au premier plan l'aspect festif? Alors moi, quand je reçois, pour le coup, les clients, on met tout de suite en avant le côté festif, la partie organisationnelle, où un mariage se prépare même avec un an, voire plus en amont. On parle très peu des conditions sur lesquelles juridiques ils ont pu concevoir leur mariage. Mais selon moi, oui, ils en prennent conscience pour le déroulé du bon fonctionnement du mariage. De toute façon, il vaut mieux. Il vaut mieux, effectivement, selon moi, oui. On va rentrer dans les détails. J'en ai parlé très rapidement, mais maître Toudji, quels sont les droits, les devoirs fondamentaux des époux inscrits dans le Code civil? C'est ce qu'on entend juste avant de pouvoir dire oui, je le veux et d'embrasser le marié, la mariée? Et bien précisément, avant de dire oui, je le veux dans un mariage civil, l'officier d'état civil va rappeler aux époux les obligations qu'ils contractent en contractant le contrat du mariage et qui sont de plusieurs ordres, qui sont fixés, vous l'avez dit, par le Code civil. Les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance. Ils s'obligent à une communauté de vie, donc un certain nombre d'obligations qui vont se traduire dans le quotidien de leur vie maritale. Est-ce que si on a envie de se marier demain et qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ces droits-là, quelqu'un peut venir et dire « Ah non, je ne veux pas ». Bon, ça m'étonnerait puisqu'on parle quand même des choses assez basiques, assez simples, le respect, la fidélité et autres. Mais si quelqu'un ne veut pas, est-ce qu'il peut dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toutes ces clauses ». Non, ça n'est pas possible. Ce sont des règles qu'on appelle d'ordre public, qui sont donc imposées par le législateur, même qui sont voulues par notre société tout entière. Et il n'est pas possible de faire son marché dans les obligations du mariage. Est-ce qu'à contrario, on peut rajouter des clauses à faire respecter dans ce contrat de mariage avec la personne que l'on aime? Alors, pas au titre du contrat de mariage, ce qu'on peut rajouter, mais peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, c'est l'organisation, j'allais dire, plus pécuniaire, plus financière du mariage, où là, les époux ont une certaine liberté d'organisation, même si elle est là aussi encadrée. Effectivement, on va en reparler un petit peu plus tard. Avant, est-ce que ces responsabilités dont on vient de parler, ça peut influencer, Marine, la manière dont les couples envisagent leur union, leur célébration, ou au contraire, comme tu disais tout à l'heure, ça n'a vraiment aucun rapport, célébration et festivité avant tout? Alors, il y a forcément une prise en considération, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit d'ordre symbolique aussi, de vie commune, je dirais. On n'a pas tous la même vie commune en couple. Et donc, du coup, tout ça va influer sur le jour J, sur la préparation qui sera faite en amont, sur des choses symboliques comme le lancer de bouquet ou passer à l'église ou non, ou une cérémonie traditionnelle, par exemple. Voilà, donc oui, ça a une influence sur le reste des préparatifs, oui. Les quelques éléments que tu as cités, ça va être les principaux éléments qui vont être vus en amont, à savoir le lancer de bouquet et autres. Qu'est-ce qui va être abordé en priorité dans un mariage?
Les priorités dans un mariage, ça va être les envies des mariés, que ça soit des envies communes, parce que c'est pas toujours le cas. Donc il va falloir faire le tri de ce que veut la mariée, de ce que veut le marié, faire une communion des choix, et ensuite effectivement de poser la question, alors que ça soit budgétaire sur le mariage évidemment, mais qui est aussi comment on voit, est-ce qu'il y a un vin d'honneur, pas de vin d'honneur. Aujourd'hui, il y a plus autant de traditions qu'il y avait à l'époque, et donc du coup de faire on va dire un petit tri de ce qu'ils souhaitent ou non et de le mettre en œuvre pour la suite. Ouais. On parlait justement, vu que tu me parles de budget, je me permets de rebondir là-dessus et revenir vers vous, Maître Tudji. On peut parler d'argent et de patrimoine avant le mariage, justement, pour éviter certaines incompréhensions plus tard. Donc, le rajouter dans ces clauses, comme on le disait tantôt, ça peut être faisable, ça peut être possible. Ça devrait être essentiel, je devrais dire, puisqu'on se rend compte trop souvent que lorsque un mariage finit par ne pas fonctionner, qu'il y a un certain nombre de questions, notamment financières, qui n'ont pas été abordées et qui vont poser difficulté. C'est notamment la question du régime matrimonial. Qu'est-ce que si c'est ? on ne fait rien, le régime matrimonial, c'est la façon dont les époux vont organiser entre eux leur rapport financier. Il y a ce qu'on appelle un régime légal qui est prévu par le Code civil et qui s'applique si les époux ne font pas de choix. Vous vous mariez, vous ne discutez pas de ces questions-là, vous ne vous en préoccupez pas, vous êtes automatiquement assujetti à ce qu'on appelle le régime légal de la communauté réduite aux acquis, ce qui signifie que tout ce que vous allez acquérir ensemble à partir du moment de la célébration de votre mariage va tomber dans l'escarcelle commune. La possibilité qui est offerte aux époux, c'est d'en discuter avant et de choisir ou d'opter pour un autre régime matrimonial. Par exemple, le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté universelle, pour citer les plus connus. Alors, on va justement rentrer un tout petit peu dans les détails. Le régime matrimonial dont tu parlais un peu plus tôt, c'est la fameuse phrase « ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi ». Ça correspond plus ou moins à ça ? Ça correspond plus ou moins à ça, à la différence près de ce qui était à toi avant le mariage et ce qui était à moi avant le mariage reste à moi et reste à toi. Mais en revanche, tout ce qui est acquis postérieurement à la célébration du mariage constitue le patrimoine commun des époux, y compris, et ça c'est souvent la surprise pour les époux au moment où les choses se passent un peu moins bien, y compris les salaires qui sont des biens communs. Donc quand on a des époux qui au moment de la séparation disent « Ah mais oui, mais moi cette maison on l'a achetée avec mon propre salaire, donc c'est ma maison », eh bien non, votre salaire était un bien commun, donc cette maison est un bien commun. Donc, toutes ces choses-là sont essentielles à voir avant, justement, pour ne pas être surpris si ça se passe mal. Comme tu le disais, c'est essentiel. Dans quel sens ? Dans le sens où on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et que ça peut mal se finir dans certains cas ? Je suis assez bien placée pour le savoir, parce qu'il y a un certain nombre de mariages, j'en connais pas la proportion, qui s'achèvent hélas par un divorce. Et l'intérêt de s'intéresser à ces questions avant le mariage, c'est en effet de ne pas découvrir au moment où les choses vont moins bien se passer, qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix. Est-ce que, de la même manière que le régime matrimonial, de ton côté, quand on organise, Marine, un événement, un mariage, est-ce que la question de l'argent obligatoirement arrive ? Mais est-ce que les mariés se disent, tu payes la moitié, je paye la moitié ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui... Comment ça se passe ? Je n'ai pas accès à ces informations-là. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Je pense que la plupart de mes clients en parlent en off, intimement, et je pense que c'est très bien comme ça. Mais effectivement, la question du budget apparaît assez rapidement dans les premiers rendez-vous, puisque on peut avoir des mariages avec un plus petit budget, mais ça dépendra aussi du nombre de personnes, par exemple, et de l'événement voulu. Mais également, on peut avoir des mariages complètement démesurés avec sans limite. Donc tout est réalisable, il faut juste effectivement le budgéter dès le départ, comme ça on suit la même ligne de conduite et on part pas dans quelque chose d'irréalisable à la fin où le budget ne correspond pas du tout à leurs envies, quoi. Parlons justement budget, vu qu'on y est, un mariage pour qu'il soit bien, ça serait quoi comme fourchette de budget? Puisqu'on peut voir des mariages de stars sur des yachts et des choses comme ça, mais à plusieurs millions de dollars. Et en même temps, 2026, on voit des mariages dans des fast-foods, vraiment avec un budget très, très, très réduit volontairement. Donc, si on doit faire une fourchette, une moyenne, un bon mariage, ça serait quel prix?
Alors, un bon mariage, alors c'est à mon ordre, Bien sûr. Marine, personnellement, et de ce que je peux voir, je dirais en termes général, en comprenant l'aspect aussi de tout ce qui est alliance, robe. Il y a pas que le jour de la fête qu'il faut prendre en compte. Les fleuristes, les décorateurs qui sont très importants pour ce genre d'événement, les artistes, les musiciens. Enfin, c'est large, mine de rien. Je pense qu'il faut compter un budget entre 2 et 3 millions pour un ordre de 80-100 invités, à peu près. Allez, c'est parti, Voilà. on lance le mariage, on fait semblant que je me marie. Ouais. Est-ce que l'annonce officielle du mariage et les faire-part, c'est la première vraie étape concrète pour les gens qui viennent te voir, ou est-ce qu'il y a une étape en amont qui fait qu'ils se rendent compte que ça y est, le pas est franchi? Alors, l'étape en amont, avant la préparation des faire-part, c'est il faut établir une date de mariage. Ah oui, Donc, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment de déposer le dossier à la mairie, ce qui est, peu importe laquelle, que ça soit accepté. Et ensuite, effectivement, donc déjà, on a du coup le lieu, la date, qui va nous permettre de définir la création des faire-part et de tout ce qui va aller derrière, en fait, sur du concret. Mais déjà, oui, la date qui n'est pas évidente, parce que c'est pas toujours comme celle qu'on veut, ou voilà. C'est sûr, justement. Lieu, date, Oui. la mairie aussi. Il y a d'autres étapes administratives indispensables pour pouvoir se marier. On a parlé du régime matrimonial un peu plus tôt, lieu, date, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes qui sont essentielles? Pas essentielles, qui sont incontournables, sans lesquelles on ne peut pas se marier. Ça s'appelle la publication des bans en mairie, qui doit se faire 15 jours avant la date choisie, c'est-à-dire que c'est l'annonce officielle par affichage à la mairie de ce que monsieur un tel et madame un tel ont l'intention de se marier, ce qui permet à d'éventuels opposants à ce mariage de se faire connaître. C'est l'objet de la publication des bans. Ah, les opposants, c'est pas une idée reçue qu'on voit que dans les films. Je m'y oppose. C'est des choses qui peuvent vraiment arriver aujourd'hui. Eh bien, il peut arriver, et ça m'est arrivé dans un dossier, que l'un des mariés, pour des raisons qui Qui lui sont propres. qui lui sont propres, soit déjà uni dans les liens du mariage. Alors, vous savez que la bigamie n'est pas admise dans notre droit, et donc ça, c'est évidemment un obstacle à la célébration du mariage. Et donc, la publication des bans permet normalement d'évacuer ce type de difficultés si elles devaient apparaître. Bon, c'est quand même très rare, mais j'ai un dossier comme ça où les époux se sont mariés alors que l'époux était encore uni par les liens d'un précédent mariage, ce qui entraîne automatiquement la nullité du second mariage. D'accord. Bah, l'ambiance que ça doit avoir ce jour-là, ça doit être électrique. Il y a autre chose qui est important, c'est le rôle des témoins sur le plan juridique. Moi, je pensais que les témoins, ils étaient juste là pour, comment dire, que c'était symbolique. Mais en fait, non, ils sont très importants, les témoins. Ah bah, c'est la loi qui les prévoit. Le mariage, comme je l'ai indiqué, c'est un contrat particulier, puisque je vous l'ai indiqué, c'est un contrat qui est encerclé par des règles d'ordre public. Et donc, la publication des bans, la présence d'un témoin par marié minimum sont des règles légales sans lesquelles la validité juridique du mariage n'est pas possible. Donc, il porte bien son nom. Il est là pour témoigner que le mariage a bien eu lieu dans des bonnes conditions. Exactement. Tout comme il faut un officier d'état civil pour célébrer cette union sur un plan civil. Dans la même idée, on parle aussi des garçons et demoiselles d'honneur, Marine, mais là, c'est beaucoup plus symbolique par contre. Exactement. C'est symbolique et c'est purement... il y a des mariages où il y a des garçons et des filles d'honneur, il y en a où il n'y en a pas. Il y en a où ils sont 15 d'un côté et de l'autre. C'est symbolique. C'est aussi religieux. Dans les églises, on fait la haie d'honneur avec les garçons et les demoiselles d'honneur. Voilà, c'est on veut pas. C'est pas une obligation, pas comme les témoins pour le coup. C'est bien parce que tu nous as parlé du nombre de garçons d'honneur, qu'on peut en avoir un de chaque côté, un garçon ou demoiselle d'honneur, comme 15. Oui. Si je reviens rapidement sur les témoins, Maître Tudji, il me semble que c'est un minimum de chaque côté et 2 maximum, c'est bien ça? Vous avez bien révisé, c'est exactement ça. Je suis content d'avoir bien révisé cette émission. La différence aussi entre un mariage civil et un mariage religieux. Très souvent, le mariage religieux est important aux yeux de la famille ou des personnes qui se marient, mais il faut bien faire la différence entre les deux. Le mariage civil est obligatoire, le mariage religieux ne l'est pas. Bah, nous sommes une société civile avec sans connotation religieuse, donc le seul mariage qui vaille aux yeux des autorités et aux yeux de la société civile, c'est le mariage qui est célébré civilement. Le mariage religieux, lui, revêt une symbolique tout autre, mais il n'a pas de valeur légale. Mais en tout cas, dans la célébration en elle-même, si on veut un mariage religieux, il doit obligatoirement se faire après le mariage civil.
Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi, mais généralement, en effet, les époux célèbrent le mariage civil avant la célébration religieuse. Alors, moi, je ne pourrais pas répondre sur le plan religieux, sur la validité sur un plan religieux d'un mariage religieux qui serait célébré avant le mariage civil, mais en tout cas, il n'a pas de valeur civile, celui-là. Ça, c'est une certitude. Si on parle plutôt de nos traditions aussi, Marine, il y a des mélanges de traditions locales, de cérémonies modernes. Je suppose que plus on avance dans le temps, plus il y a des mélanges qui peuvent se faire. Complètement. On arrive à où il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de traditions, si je puis dire, où on va plus sur une conception de mariage où chacun va, selon sa relation avec son conjoint ou sa conjointe, on va créer notre propre événement. On voit de plus en plus de mariages de cérémonies laïques, par exemple, parce qu'il y a deux religions, par exemple, différentes, des choses comme ça, où l'un a peut-être été marié déjà à l'église, ce qui n'est plus possible pour une deuxième fois selon les prêtres et compagnie. Et sur les cérémonies locales, qui est propre au Fénois, il y a toute une tradition et des coutumes qui vont venir s'ajouter avec des danseuses, avec les couronnes de fleurs traditionnelles, etc. Et où ça reste un moment très particulier. Hein. On le voit avec les touristes qu'on peut recevoir pour des mariages traditionnels. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'est très, très, c'est propre à ici pour le coup. Je pense que nulle part ailleurs on voit ce genre de mariage. On va parler des traditions justement, mais avant j'aimerais me tourner vers vous, Maître Tudji. Les bagues, est-ce qu'elles sont obligatoires? Puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui évitent d'avoir des bagues, qui veulent par exemple se faire tatouer des bagues. Est-ce que les bagues sont obligatoires? Non, pas sur un plan légal. Ça ne fait pas partie des obligations des mariés d'avoir une bague qui signale aux uns ou aux autres le caractère marital de sa situation. Magnifique, du coup, je me retourne vers toi, Marine, pour toutes ces symboliques. Par exemple, le fait de jeter le bouquet de fleurs, de se faire tatouer la bague, comme je viens de le dire. Ce sont des choses que tu peux voir aussi au fur et à mesure et qui prennent de plus en plus d'importance? Oui. Je prends quelques exemples. Le jeter de bouquet se fait encore. La jarretière, par exemple, ne se fait plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? La jarretière, c'est en fait au niveau de la cuisse où il y a tout un jeu avec les invités, on met dans un pot commun pour participer au mariage, etc. C'est vraiment symbolique. On le voit plus. Okay. Le lancer de bouquet est remplacé par un autre mode avec des bouquets qui sont tournés avec des rubans. Voilà, il commence à y avoir une migration sur de nouvelles symboliques, je dirais. Il y a de plus en plus effectivement de personnes qui se tatouent mutuellement, avec des ornements et des motifs locaux. Je pense selon moi, il y a de plus en plus de trentenaires aussi qui cherchent une appartenance culturelle de plus en plus forte. Et donc, du coup, l'alliance, je dirais, classique n'a plus totalement sa place et on migre vers quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas de négatif ni de positif, c'est juste changeant et émouvant, donc c'est plutôt bien. Et justement, aujourd'hui, on parle du mariage qui fait rêver, comme on le voit. Et pour terminer notre émission, on se dirige tout doucement vers la fin. Maître Tudji, si vous aviez un conseil à donner à des futurs mariés qui nous regardent, qui sont en train d'y réfléchir, ça serait quoi la priorité ou le conseil que vous leur donneriez? Alors d'abord, s'aimer très fort, hein, c'est mieux pour se marier avant tout. Et sur un plan plus juridique, oui, c'est ce que je disais tantôt, essayer quand même un minimum de s'informer sur ce qu'implique sur un plan juridique le mariage, et notamment sur un plan financier, parce que je vois trop souvent des époux ou des épouses qui, encore une fois, au moment où le mariage ne va plus trop bien, découvrir une réalité qu'ils avaient totalement méconnue. Justement, en partant de ce principe-là, si on n'est pas trop sûr du mariage, si on a un quelconque doute, il y a d'autres choses qui sont possibles, le concubinage, le PACS, si je ne me trompe pas, ce genre de choses, ça reste une possibilité en parallèle du mariage? Oui, tout à fait, ce sont des possibilités, ce sont des modes de vie, mais qui n'entraînent pas les mêmes conséquences sur un plan civil. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'union libre. Vous vivez avec quelqu'un, vous ne formalisez rien devant les autorités, et point à la ligne. Et vous êtes à ce moment-là, en effet, totalement libre. Vous ne contractez pas mutuellement d'obligations, mais vous avez aussi moins de protection. Ensuite, on a ce qu'on appelle le PACS, dont les obligations ont été, il y a quelques années, renforcées pour se rapprocher un peu plus de celles du mariage, mais qui ne sont pas aussi protectrices que celles qui sont générées par le mariage. Et enfin, il y a le mariage.
tout est possible. Et in fine, bon, s'il y a mariage et que ça se passe mal, on vient vous voir pour le mariage, mais on vient aussi vous voir pour le après-mariage, tout ce qui est divorce, etc. Alors moi, contrairement à Marine, je vois pas les gens pour le mariage. Je ne les vois qu'au moment où ils divorcent. Donc elle a le côté festif et joyeux et j'ai le côté moins festif et plus difficile à vivre généralement. Donc le conseil, c'est s'aimer très fort pour éviter d'en arriver à là. C'est ça, exactement. Et Vive les mariés. Je me tourne de ton côté, Marine. Toi, ton conseil, ça serait quoi? Ça serait, bon, bien sûr, de s'aimer fort, mais ça serait quoi pour passer à une vraie festivité dans le bon sens du terme? L'amour, hein, inévitablement. Voilà, on se marie selon moi, par amour dans un premier temps. Et ensuite, une excellente communication. Loyauté, enfin tout ce qui rejoint les termes du mariage aussi, mais une bonne communication pour pas qu'il y ait que l'autre découvre ou quoi que ce soit au moment des préparatifs notamment, parce que c'est pour perdre du temps ou perdre de l'argent ou ne pas être en adéquation. Et puis oui, le mot d'ordre quand même, c'est l'amour sur un mariage et la famille et les liens. À la famille, parfois, ils peuvent un petit peu insister Oui. pour changer les festivités, ça pareil, essayer de les tenir à l'écart ou au contraire les faire participer. On a toutes des familles différentes, on a tous des liens et des relations différentes. Juste de se préserver soi et de préserver son couple, selon moi. Parce que le mariage doit rester un rêve, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi et surtout un contrat qu'acceptent les deux personnes. Derrière les fleurs et les alliances, il y a des droits, des devoirs, des responsabilités partagées. Eux, ils l'ont bien compris. Il s'agit d'un couple de jeunes mariés qu'on voit tout de suite dans vos questions express en images. Yarana, je me présente, je m'appelle Jorge Touhiri, épouse Ari. Aujourd'hui, je fais cette interview pour présenter mon mariage que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, avant mon mariage, j'étais enceinte de mon petit, qui aujourd'hui il a 9 mois. Il va entrer dans ses 10 mois. Alors, mon mari, il m'a demandé en mariage avant que j'accouche. Et au moment où j'ai accouché, il m'a laissé on s'est laissé une semaine le temps que ça cicatrise mon bassin. Il m'a laissé une semaine. Ensuite, il m'a dit, chérie, viens, on va aller faire nos papiers pour notre mariage. Il m'avait demandé une date. Et pour moi, la meilleure des dates qu'il fallait prendre, c'était le jour de mon anniversaire. Du coup, on s'est marié le 23 mai 2025. Le jour de mon anniversaire, le jour de mes 26 ans. En une semaine, j'ai dû chercher un coiffeur, des voitures, à manger aussi, ma robe de mariée, la tenue de mon mari, la tenue de notre bébé. Je peux vous dire que c'était vraiment stressant. Alors pour moi, les difficultés, ça a été de réunir les deux personnes que je tiens à cœur, ma belle-sœur fidèle et une autre qui est ma belle cousine. Eux travaillaient, mais par amour pour moi et mon mari, ils étaient présents. Et moi, je suis très très reconnaissante envers elles et envers tous ceux qui se sont levés. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Ce que je retiens du mariage, c'est que si tu as très peu de moyens ou que tu as des moyens, tu aimes ton mari. Tu te maries qu'avec ton mari, pas avec ta famille, ni avec tes amis. Vas-y, lance-toi. Un mariage, c'est qu'une fois dans sa vie. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour son mariage, au moins ses parents. Les priorités. Les personnes que tu tiens à cœur. Les personnes avec qui tu partages ta vie. Et tes enfants. Alors, moi, j'ai une belle cousine qui va bientôt se marier là. Elle stresse depuis le début de ses préparatifs. C'est normal, parce qu'elle, c'est un très grand mariage. Je peux pas comparer. On peut pas comparer. Chaque mariage est unique. Comme je l'ai dit, tu peux stresser, c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Et humains, nous ne sommes pas des robots. Mais dis-toi bien que dans chaque stress que tu auras toujours une bonne lumière derrière toi.
Ah, autant pour moi, c'était une mariée, mais ça ne change pas la suite de notre programme, puisqu'on va voir un site et un livre. On commence avec le site. Pour vous renseigner sur le mariage, le site de la ville de Papeete, papeete.pf. Bon, en vrai, n'importe quelle mairie fera l'affaire, mais ici sont condensées les conditions obligatoires pour pouvoir se marier, à savoir 18 ans minimum, au jour de la demande, la publication des bans dont on a parlé un peu plus tôt, les 2 témoins au minimum et 4 au plus, majeurs ou émancipés choisis par les futurs époux. En plus de cela, vous avez aussi les pièces à fournir, à savoir l'extrait de naissance de chacun, justificatif de domicile, etc., etc. Bon, vous irez regarder quand vous allez vouloir vous marier, ça, c'est propre à vous. Et on termine avec un livre, You Will Do, un livre de Marcia Azug qui est en anglais mais qui a l'air hyper intéressant avec un état des lieux du mariage, de l'image que l'on en a, une partie histoire et décryptage autour de certaines lois qui ont été conçues pour encourager les gens à se marier, je ne le savais pas, afin d'obtenir certains avantages sociétaux. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas qu'avant, mais ça le mérite d'exister. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Maître Tudji d'avoir été présente aujourd'hui. Maururu à vous. Et merci beaucoup Marine de nous avoir parlé de tous ces éléments, robe, bague, mariage, etc. Avec plaisir, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et vive les mariés. En tout cas, si vous vous mariez très bientôt. Et puis on se retrouve pour une nouvelle émission. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV, 18h, votre V à Tahiti. Maururu itotato farerir a Trahoma Pariana.